7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, vous nous emmenez ce matin dans une cabane. Celle d'Abel Quentin. Cabane, c'est le titre de son nouveau roman aux éditions de l'Observatoire. Vous savez, il avait eu beaucoup de succès avec Le Voyant des Tempes en 2021. Cette fois, il s'attaque à un gros morceau, La fin du monde. La fin du monde tel que nous le connaissons. En tout cas, c'est un roman qui s'ouvre sur un dîner bucolique dans l'Utah, aux États-Unis. Il y a là 3 grands scientifiques, des spécialistes de la dynamique des systèmes. C'est-à-dire ? Voilà, dynamique des systèmes, comme ça, bon, ça me parlait pas beaucoup. Ce sont les scientifiques, vous savez, qui lancent à partir de calculs mathématiques et grâce à des ordinateurs très costauds, des modélisations. Ce sont les boules de cristal modernes qui permettent d'avoir une idée de l'avenir. Or, en 1972, le rapport obtenu par un groupe de scientifiques baptisé le Club de Rome n'est pas très optimiste. C'est le rapport Meadows qui dit en gros que tel que va le monde, si la démographie et l'expansion industrielle continuent comme ça, on se dirige vers une catastrophe. Eh bien, Abel Quentin reprend tout ça, il change les noms, ça devient le rapport 21 et il monte à partir de ces faits réels une sorte de thriller haletant et génial. Il nous montre comment on obtient ces résultats, les milliers de données, les différents scénarios qui sortent du plus pessimiste au plus optimiste et surtout la réaction mondiale devant ce rapport. Quelle réaction justement ? Aucune, justement, parce que nous ne sommes pas conçus pour craindre ce que l'on ne peut pas se représenter. Il fallait un ordinateur hyper sophistiqué pour créer une cathédrale de dynamique des systèmes, comme dit l'un des personnages. Il fallait Gros Bébé, le surnom de l'ordinateur IBM, dernier cri en ce début des années 70, et donc on suit le parcours des 4 scientifiques, 2 Américains, un Français et un Norvégien. Leurs travaux dans les années 70 et ce qu'ils sont devenus, chacun représente d'une certaine façon une réaction possible face à l'effondrement annoncé. Il y a un journaliste qui cherche de nos jours à retrouver Gudson, le Norvégien qui a basculé dans l'ésotérique, voire la folie. Alors pour Cabane, pour le titre, la cabane c'est le refuge, le retour à la nature éventuellement, mais aussi l'isolement, la cache. Je ne vous dis que ça, mais je ne vous dis rien. Vous vous souvenez de Unabomber, oui. Theodore Kaczynski, le terroriste, c'était ça son objectif dans son délire, alerté. Il a été retrouvé et arrêté dans une cabane. Il en sera question, 480 pages, un roman prenant, construit avec une précision d'horloger, raconté avec un souffle romanesque qui vous emporte. Cabane, signée Abel Quentin, aux très belles éditions de l'Observatoire, comme toujours. Les couvertures sont toujours magnifiques. La série de la semaine, Héloïse Goua, vous nous l'aviez annoncé il y a 2 semaines. Ça y est, une nouvelle version de Zorro en série débarque sur Paramount+. Entendez-vous loin le galop d'un étalon à toute vitesse. Oui, le générique a changé. Il fait un peu vintage et pourtant c'est le nouveau générique de Zorro. Après Guy Williams, Anthony Hopkins, après Alain Delon, c'est cette fois au tour de Jean Dujardin d'enfiler le costume et le masque du justicier qui a bercé beaucoup de générations. Bon, alors au départ c'était pas gagné parce que dans cette nouvelle version, Don Diego de la Vega a posé sa cape et son épée depuis plus de 20 ans. On est en 1821, l'homme est devenu maire de Los Angeles, mais face aux injustices subies par les habitants de sa ville, Zorro doit sévir. Je comprends que Zorro vous ment. Ça fait 20 ans que je te répète que c'est fini tout ça. Les gens l'adorent. Il agit à sa guise, sur son petit masque. Vous l'avez entendu, le son du Z, là, tracé du bout de l'épée. Et on retrouve tous les personnages des précédentes versions. Alors oui, on n'est pas complètement dépaysé. La série reprend les grandes lignes de ce mythe créé en 1919 par l'écrivain Johnston Macaulay. Il y a déjà Bernardo, vous savez, l'ami muet de Zorro, toujours fidèle au poste. Et on retrouve aussi le fameux sergent Garcia. En 20 ans, il a fait un régime et il a entamé un sérieux travail psychanalytique sur Zorro. Écrasé par un père tyrannique, Zorro est en colère adulte parce qu'il n'a pas pu être en colère enfant. N'importe quoi. Voilà pourquoi il concentre sa violence contre un tout petit nombre de cibles, surtout les représentants de la loi. Mais c'est Sergent Garcia là qui parle là. Oui, mais version 2024. Bon, c'est plutôt humoristique. Quelles sont les autres nouveautés de ce nouveau Zorro ? Eh bien, on découvre notamment un peu mieux Gabriela de la Vega, la femme de Don Diego, incarnée ici par Audrey Dana. Le personnage, il était plutôt absent dans les anciennes versions. La voici cette fois au cœur de l'intrigue, parce que cette épouse n'est pas du tout au courant que son mari se cache sous le masque de Zorro. Zorro, dont elle tombe éperdument amoureuse, ce qui va rendre Don Diego très jaloux. Ce triangle, comme dans Superman, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Ce triangle qu'on peut qualifier de vaudevillesque fait partie des nombreux ressorts comiques de cette série, souvent très drôle, qui joue avec l'absurde. Zorro, vous l'entendez un petit peu avec les extraits, il est toujours présenté comme un justicier gentil, certes, mais également très naïf, pour ne pas dire bené. Zorro sauce OSS 117, donc c'est une parodie légère et divertissante que vous pouvez tout à fait regarder avec vos enfants. Voilà, Zorro, 8 épisodes sur Paramount+, et bientôt sur France 2. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Bonne journée à vous les amis, on se retrouve